Vladimir Poutine, l'énigmatique et influent dirigeant de la Russie, est non seulement connu pour ses prouesses politiques, mais aussi pour les techniques remarquables employées par ses fidèles gardes du corps, des compétences de combat inégalées à la technologie de pointe. Ces gardes du corps font des efforts extraordinaires pour assurer la sécurité de l'une des personnalités les plus éminentes du monde. Restez avec nous pendant que nous plongeons dans le monde de la sécurité de Vladimir Poutine, découvrant les tactiques étonnantes et apparemment folles qu'ils emploient pour protéger leur leader. Une équipe de garde du corps d'1 milliard de dollars. Dans le monde de la politique mondiale, la sécurité du dirigeant d'une nation est primordiale. Et Vladimir Poutine, l'influent et indéfectible président russe, ne fait pas exception à cette règle. Son service de sécurité personnelle est une force avec laquelle il faut compter, car il utilise une gamme de techniques et de stratégies aussi impressionnantes qu'efficaces. Au cœur du service de sécurité de Poutine se trouve le Service fédéral de protection, également connu sous le nom de FSO et de Service de sécurité présidentielle, ou SBP en abrégé. Ces deux agences sont la pierre angulaire de la sécurité personnelle de Poutine, travaillant à l'unisson pour garantir que chaque aspect de sa sécurité soit méticuleusement couvert. Les FSO, chargés de la protection des hauts fonctionnaires du gouvernement, jouent un rôle crucial dans la sécurité de Poutine. Ce sont des individus hautement qualifiés, prêts à tout pour protéger leurs protégés. Le FSO est le successeur de la 9e direction du KGB de l'époque soviétique, qui était chargé de la protection des dirigeants du Parti communiste. L'ISBP, quant à lui, est une unité au sein du FSO qui est spécifiquement dédiée à assurer la sécurité personnelle du président, ainsi que du premier ministre de la Russie, de leurs familles et de leurs résidences respectives. Le FSO compte environ 50 agents en uniforme, en plus de plusieurs milliers de personnels en civil, tandis que le SBP en compte environ 250. Les agents du FSO et du SBP sont sélectionnés parmi les meilleurs diplômés des académies militaires ou des unités des forces spéciales, parmi lesquels des professionnels de plusieurs services de renseignement, comme le GRU, qui contrôle le service de renseignement militaire, et le FSB, la principale agence de sécurité de la Russie, et le SVR, l'agence de renseignement extérieur russe, qui se concentre principalement sur les affaires civiles. Tous les gardes du corps de Poutine sont soigneusement choisis pour des qualités spécifiques comme leur capacité à gérer des situations de haute pression, leur endurance physique et leur capacité à supporter le froid extrême et à rester au frais dans des conditions de chaleur. De plus, ces agents ont accès à des équipements et technologies de pointe, tels que des voitures blindées, des hélicoptères, des drones, des dispositifs de brouillage, etc. Et pour s'assurer que ces gardes du corps sont en pleine forme, ils sont généralement remplacés dès qu'ils atteignent l'âge de 35 ans. Cependant, ceux qui ont servi avec distinction peuvent recevoir des récompenses sous la forme de nominations prestigieuses comme gouverneurs régionaux, ministres fédéraux, commandants des services spéciaux ou administrateurs présidentiels. Cette récompense qui attend ces hommes qui risquent leur vie pour le président les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes tout en s'assurant de sa loyauté. Où est-ce le cas? Nous y reviendrons dans un instant. L'un des aspects les plus remarquables des opérations de sécurité de Poutine est la manière dont ils se répartissent en équipes. Cette division du travail permet une couverture et une efficacité maximale. Des équipes sont organisées pour gérer différents aspects de la sécurité de Poutine, comme la protection rapprochée, la collecte de renseignements et la contre-surveillance. Cette division stratégique garantit qu'un effort bien coordonné est toujours en place pour dissuader les menaces potentielles. La protection rapprochée est au cœur de l'action. Le cercle intime des gardes du corps de Poutine, souvent appelé le groupe spécial, est une unité redoutable. Ces individus sont triés sur le volet pour leurs aptitudes exceptionnelles au combat, leur forme physique et leur loyauté indéfectible. Ils suivent un entraînement rigoureux et maîtrisent parfaitement divers arts martiaux, le tir et les opérations tactiques. Cette équipe d'élite est aux côtés de Poutine à tout moment, prête à réagir instantanément à toute menace. En fait, cette équipe, que l'on peut également appeler Team One, est prête à sacrifier sa vie pour lui. Ses membres disposent d'un équipement spécial pour le protéger des balles, des bombes ou des couteaux. Des parapluies en Kevlar et des valises pouvant servir de barrière font également partie de leur arsenal habituel.
Cette équipe n'hésiterait pas à abattre n'importe quel attaquant avec ses puissants pistolets de vectoriels SR1 de 9 mm. Ceux-ci peuvent tirer 40 balles par minute et percer n'importe quel blindage. La deuxième équipe de garde du corps de Poutine est son épée cachée. Ce sont des gardes secrets qui se mêlent à la foule. Avec cette équipe, le président a très peu de chances de se retrouver en danger car il scrute constamment les environs à la recherche de signes de problème. Ces gardes portent également des vêtements formels pour se fondre dans la masse et se comportent de manière décontractée lors de leur patrouille. Et s'ils remarquent quelque chose de suspect, ils isolent et détiennent rapidement la personne avant qu'elle ne puisse causer du tort. En plus de ces niveaux de sécurité de Vladimir Poutine, il existe une troisième équipe cruciale chargée de protéger son périmètre lors des événements publics. Postée juste à l'écart de la foule, cette équipe surveille de près le président afin de s'assurer qu'aucun individu suspect ne s'approche de lui. Leur travail méticuleux constitue la première ligne de défense pour empêcher efficacement les attaquants potentiels d'atteindre Poutine. Désormais, en tant que dernier cercle de protection, la quatrième équipe comprend des tireurs d'élite bien entraînés positionnés stratégiquement sur les toits. Ces tireurs d'élite restent constamment prêts à intervenir, leur viseur braqué sur toute menace perçue. Cette équipe de tireurs d'élite ajoute un niveau de sophistication supplémentaire à l'appareil de sécurité de Poutine. La précision et l'expertise de ces tireurs d'élite agissent en outre comme un puissant moyen de dissuasion pour tout assaillant potentiel qui envisagerait même une attaque. La technique des gardes du corps de Poutine ne s'arrête pas là. En effet, outre la protection rapprochée, d'autres équipes sont chargées d'assurer la sécurité du cortège présidentiel, de ses résidences et de ses apparitions publiques. Prenons par exemple le cas d'une attaque. Les gardes du corps supplémentaires déclenchent rapidement un plan d'extraction pour éloigner Poutine de la zone dangereuse. Pour un président qui fait tout son possible pour assurer sa sécurité, il n'est pas surprenant que le protocole de sécurité de Poutine comprenne un convoi blindé conçu pour une évacuation rapide. Ce convoi fortifié est équipé pour le transporter rapidement en lieu sûr et il compte de nombreux militaires armés de AK-47, de lance-grenades anti-chars et de missiles anti-aériens portables. De plus, la limousine personnelle de Poutine est une formidable forteresse, car elle ne contient ni bombes ni balles. Le président russe dispose également d'un personnel informatique hautement qualifié. Ces experts, en collaboration avec l'équipe de sécurité, utilisent des technologies de pointe pour la surveillance, la communication et l'évaluation des menaces. Ils vont également jusqu'à inspecter les zones que Poutine visiterait des mois à l'avance dans le seul but de vérifier les activités criminelles et même la possibilité de catastrophes naturelles. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la force brute qui assure la sécurité de Poutine, mais aussi une combinaison de renseignements, de stratégie et de technologie. La coordination entre ces équipes est également tout simplement irréprochable. Elles communiquent via des canaux cryptés, partageant constamment des informations et des mises à jour. Le FSO et le SBP travaillent en tandem pour analyser les menaces potentielles et adapter les mesures de sécurité en conséquence. Ce niveau de précision et de collaboration est essentiel dans un monde où les risques de sécurité sont en constante évolution. De plus, la sécurité de Poutine ne se limite pas aux frontières de la Russie. Lors de ses déplacements à l'étranger, ces équipes de sécurité travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et les services de renseignement locaux pour assurer une protection sans faille. Elles vérifient également les logements où le président sera hébergé. Et n'oublions pas la technique de la doublure corporelle que le président russe emploierait de temps à autre, selon certaines rumeurs. Bien que cette affirmation ait été démentie, les gens n'ont pas pu s'empêcher de penser que Vladimir Poutine, habituellement stoïque, a enfreint le protocole lorsqu'il a été vu en train de serrer des mains et de prendre des selfies avec la foule lors de sa visite dans la région du Daghestan. Il est même allé jusqu'à embrasser une fille sur la tête. Cependant, l'une des mesures de sécurité incontournables est que Poutine prend des précautions supplémentaires en faisant goûter sa nourriture avant de la manger pour s'assurer qu'elle est sans danger et non empoisonnée. L'un des atouts majeurs des agents du FSO et du SBP est leur proximité avec le président. Ils le protègent non seulement des menaces physiques, mais l'accompagnent également lors de ses déplacements, réunions, événements, sports et même dans ses affaires personnelles. Le temps que ces gardes du corps passent avec lui leur permet de comprendre sa personnalité, ses goûts, ses habitudes,
ses sentiments et ses intentions. Cette proximité au fil du temps contribue également à établir des liens solides et une confiance mutuelle entre eux. Il va sans dire que l'expertise et l'efficacité des agents du FSO et du SBP dans l'AI. Protection de Vladimir Poutine ont été démontrées par de nombreux incidents critiques. Par exemple, en 2002, alors que Vladimir Poutine était en visite en Azerbaïdjan, ils ont déjoué avec succès un complot d'assassinat ourdi par un Irakien visant à assassiner le dirigeant russe. L'homme a été découvert comme ayant des liens avec des groupes rebelles afghans et tchétchènes et a été arrêté alors qu'il tentait de livrer des explosifs à un présumé complice. La même année, leur diligence et leur promptitude ont permis d'empêcher un autre complot orchestré par un groupe de personnes déguisées en réparateurs. Selon un rapport, une cache de 40 kilos d'explosifs prêts à exploser a été découverte le long de la route habituellement empruntée par le dirigeant russe. Mais 1 heure plus tard, les bombes ont mystérieusement disparu et le véhicule de Poutine a été immédiatement redirigé. L'année 2012 a également été marquée par un autre fait remarquable. Les médias se sont tournés vers le Tchétchène Adam Osmaïev, qui aurait des liens avec le Royaume-Uni. Sa notoriété est due à un complot présumé visant à assassiner Poutine qui a été intercepté. Les forces spéciales ont appréhendé Osmaïev dans le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, et son apparition dramatique à la télévision russe a suivi, où il a été contraint de faire de prétendus aveux. En outre, les agents du FSO et du SBP ne se concentrent pas uniquement sur les menaces extérieures. Ils sont également impliqués dans la gestion des défis internes. Ils ont joué un rôle dans la répression des manifestations antigouvernementales et dans l'arrestation des militants de l'opposition et des journalistes qui représentent un défi potentiel pour le régime de Poutine. Ce rôle multiforme souligne leur dévouement indéfectible à la protection de Poutine et à la préservation de la stabilité du gouvernement russe. En ce qui concerne la protection du président et la préservation de la stabilité du gouvernement russe, il existe un autre organisme, ou devrions-nous dire une armée privée d'1 milliard de dollars, qui se tient prête à répondre aux ordres de Vladimir Poutine. Cela nous amène au groupe Wagner, une armée privée qui vaut des milliards de dollars. Le groupe Wagner est une société militaire privée russe qui a été impliquée dans divers conflits à travers le monde, servant souvent les intérêts du Kremlin. Elle a été fondée en 2014 par Yevgeny Prigojine, un riche homme d'affaires et proche allié du président russe Vladimir Poutine. Prigojine était connu comme le chef de Poutine car il fournissait des services de restauration pour le Kremlin et d'autres événements d'État. Il dirigeait également un réseau de médias, de fermes à trolls et de consultants politiques qui auraient interféré dans les élections étrangères et diffusé de la propagande pro-russe. Le premier commandant du groupe Wagner était Dmitri Utkin, un ancien officier des forces spéciales russes, également connu sous le nom de Spetsnaz. Il aurait nommé le groupe d'après son indicatif radio, inspiré par son admiration pour le compositeur allemand Richard Wagner, qui était également le compositeur préféré d'Adolf Hitler. Utkin et plusieurs de ses hommes avaient auparavant servi dans le Corps Slave, une autre compagnie de mercenaires russes qui a combattu en Syrie en 2013 mais a été vaincue par les militants de l'État islamique. Prigojine a assumé le rôle public de figure de proue de Wagner et a souvent été désigné comme son chef. Cependant, n'ayant pas de formation militaire, il aurait fait appel à Outkind pour superviser les opérations militaires de Wagner. Le groupe Wagner est apparu pour la première fois en 2014 lors de l'annexion russe de la Crimée et du conflit qui a suivi dans l'est de l'Ukraine. Le groupe a soutenu les forces séparatistes pro-russes dans le Donbass contre l'armée ukrainienne et a participé à plusieurs batailles telles que Debaltsev et Bakhmut. Cette armée a également opéré en Syrie, où elle a aidé le régime du président syrien Bachar al-Assad contre divers groupes rebelles et l'État islamique. En Syrie, le groupe Wagner a été impliqué dans certains des combats les plus intenses, comme les batailles de Palmyre, Deir ez-Zor et Kashiam. Le groupe a étendu ses activités à l'Afrique, où il a fourni des services de sécurité, de formation et d'exploitation minière à des régimes amis de la Russie comme le Soudan, la République centrafricaine, la Libye et le Mali. L'armée de Poutine, qui pèse des milliards de dollars, est largement considérée comme un mandataire du gouvernement russe, ce qui lui permet de nier de manière plausible ses opérations militaires à l'étranger et de cacher les véritables victimes des interventions étrangères de la Russie.
En fait, Poutine lui-même a systématiquement réfuté au début toute association entre l'État russe et Wagner, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une société militaire privée. Mais le groupe a reçu des fonds, des équipements et des renseignements de l'État russe et a souvent collaboré avec les forces armées russes. Aujourd'hui, dans le domaine des entités militaires privées, le groupe Wagner peut donner l'impression d'être une entreprise ordinaire. Mais comme mentionné plus haut, ses racines et ses actions sont étroitement liées aux agences militaires et de renseignement russes. Cela explique peut-être pourquoi le gouvernement russe a reconnu les avantages stratégiques de l'utilisation de Wagner et d'entreprises similaires comme outil secret pour étendre son influence mondiale, tout en gardant les unités militaires de l'État dans l'ombre. Il est donc essentiel de comprendre que Wagner doit être considéré comme une extension par procuration de l'État russe, plutôt que comme une entreprise indépendante faisant ouvertement la publicité de ses services sur le marché. Il est intéressant de noter que le statut juridique des sociétés militaires privées en Russie n'est pas si simple, mais il tend à être illégal, et cela s'applique également à Wagner. L'existence de nombreuses sociétés militaires privées comme le groupe Wagner en Russie, ouvertement impliquées dans des activités, notamment l'assistance au président, soulève donc des questions sur le cadre juridique du pays. Mais il est facile de comprendre pourquoi cela est possible, car il existe des lacunes notables dans le système juridique russe, alors que le code pénal russe interdit expressément aux individus de servir comme mercenaires. Les entreprises publiques bénéficient d'une latitude considérable pour entretenir leurs forces armées et unités de sécurité privées. Ça, combiné au réseau complexe de sous-traitants souvent en jeu, crée une situation où les citoyens russes peuvent travailler pour des sociétés militaires privées malgré l'interdiction apparente. Une autre solution de contournement notable consiste à enregistrer ces sociétés à l'étranger, ce qui permet aux autorités russes de surveiller les activités de ces entités militaires privées trompeuses. Cependant, le groupe Wagner n'est pas officiellement enregistré en Russie ni dans aucune autre juridiction. En fait, juridiquement parlant, la société n'a pas d'existence formelle et le gouvernement russe ne la reconnaît pas non plus officiellement. En décembre 2018, lorsque Vladimir Poutine a évoqué la présence de la société militaire privée Wagner en Ukraine, en Syrie et dans d'autres régions, il s'est contenté de souligner l'importance de respecter les limites légales. Le président russe a également déclaré que si le groupe Wagner était reconnu coupable de violation de la loi, le procureur général russe évaluerait la situation d'un point de vue juridique. Cependant, Poutine a également noté que si le groupe Wagner ne violait pas la loi russe, il avait le droit de mener ses activités et de promouvoir ses intérêts commerciaux à l'échelle internationale. Ainsi, conformément à la stratégie d'ambiguïté délibérée, l'État russe non seulement tolère, mais soutient souvent activement les activités du groupe. Cette dynamique a contribué de manière significative à l'influence et au pouvoir considérable du groupe Wagner, qui comptait jusqu'à 50 employés à la fin de 2022. N'oublions pas d'ajouter qu'en l'espace d'un an seulement, c'est-à-dire de mai 2022 à mai 2023, l'État russe a versé au groupe la somme faramineuse de plus de 86 milliards de roubles russes, ce qui équivaut à environ 1 milliard de dollars. Lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a donné naissance à l'armée d'1 milliard de dollars, les troupes de Wagner, en conjonction avec les soldats conventionnels, ont été surnommés « personnes polies » en raison de leur comportement remarquablement bien élevé. Ils portaient souvent des armes à feu non chargées et évitaient généralement de s'impliquer dans les affaires civiles. Un autre surnom qui a gagné en popularité était celui de « petits hommes verts », dérivé de leur apparence masquée, de leurs uniformes militaires verts non marqués et du mystère initial entourant leurs origines. Dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, Wagner est sans aucun doute un acteur important. Des rapports indiquent également l'implication du groupe dans des activités telles que l'assassinat de dirigeants ukrainiens, entre autres tâches. Selon le Times, à la fin du mois de janvier 2022, le groupe Wagner a transporté plus de 400 entrepreneurs de la République centrafricaine dans le cadre d'une mission visant à cibler le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des responsables gouvernementaux. L'objectif présumé était d'ouvrir la voie à la prise de contrôle de l'Ukraine par la Russie en vue de l'invasion de l'Ukraine, qui a ensuite commencé le 24 février 2022 et,
Le 3 mars de la même année, le président Zelensky avait réussi à échapper à 3 tentatives d'assassinat, dont 2 auraient été liées au groupe Wagner. Un autre aspect intriguant est le recrutement de détenus russes pour rejoindre les lignes de front. En décembre 2022, John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour les communications stratégiques, affirmait que la présence de Wagner en Ukraine comprenait une force de 50 0 combattants, comprenant à la fois 10 0 contractuels et 40 0 condamnés. Le groupe s'est également chargé de former les militaires russes destinés aux lignes de front. Quant aux prisonniers recrutés, ils se sont vus offrir une prime de 100 0 ou 200 0 roubles russes, ainsi qu'une amnistie de 6 mois en échange de leur service volontaire. Dans le cas malheureux où ils seraient morts pendant la guerre, leurs proches se verraient promettre une compensation de 5 millions de roubles. Le groupe Wagner, ou plus précisément les anciens détenus, constituait la principale force d'assaut employée par la Russie pendant la bataille de Bakhmut. Selon des soldats ukrainiens et d'anciens prisonniers de guerre, l'utilisation de détenus recrutés à Bakhmut a suivi une stratégie particulière. Ces condamnés, mal équipés et n'ayant reçu qu'une formation brève, ont essentiellement servi d'appât, ou dans ce cas, d'appât humain. Leur rôle était d'attirer et d'exposer les soldats ukrainiens, les rendant vulnérables aux assauts d'unités plus expérimentées ou de l'artillerie. Il n'est pas étonnant que les États-Unis estiment que 90% des combattants de Wagner, tués entre décembre 2022 et mi-février 2023, étaient des condamnés. En raison de la présence et des activités mondiales du groupe Wagner, l'armée privée a dû faire face à de nombreuses critiques et à de nombreux ressentiments. Par exemple, les agents de Wagner ont été accusés d'avoir commis des délits graves tels que des crimes de guerre, englobant des actes tels que le meurtre, la torture, le viol et le vol de civils. En outre, les accusations incluent la torture et l'exécution d'individus accusés de désertion. En réponse aux activités du groupe Wagner, plusieurs pays et organisations ont imposé des sanctions à Prigojine, au groupe Wagner et à leurs filiales. L'une de ces nombreuses sanctions a eu lieu en 2019 lorsque les États-Unis ont pris des mesures contre Prigojine et le groupe Wagner, imposant des sanctions en raison de leur rôle dans diverses affaires internationales. Il s'agissait notamment de leur implication dans l'ingérence russe lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 ainsi que de leurs opérations en Syrie et en Ukraine. Le gouvernement américain a également promis une récompense pouvant atteindre 250 000 $ pour toute information pouvant conduire à l'arrestation de Prigojine. En 2020, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont également fait de même en imposant des sanctions à Prigojine. Cette fois, les sanctions concernaient le soutien financier apporté par Prigojine aux activités du groupe Wagner en Libye. En outre, l'UE a étendu les sanctions à l'agence de presse Aryafan, dirigée par Prigojine, en réponse à son rôle dans la diffusion de la désinformation et de la propagande sur le continent africain. En 2022, le Canada, l'Australie, le Japon, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne ont étendu leurs sanctions contre l'oligarque russe, ciblant son implication dans l'invasion russe de l'Ukraine. Cette décision a été motivée par la participation active du groupe Wagner aux côtés des séparatistes pro-russes dans le conflit. Dans le même temps, les États-Unis ont adopté une position plus large en imposant des sanctions à d'autres personnes et entités liées au groupe Wagner et à son réseau de soutien. Ces sanctions concernaient les entités russes liées à la défense et celles chargées d'administrer les régions occupées par la Russie en Ukraine. Début 2023, des rapports ont fait état d'efforts de collaboration entre les États-Unis, l'Égypte et les Émirats arabes unis visant à persuader les dirigeants militaires du Soudan et de la Libye de mettre fin à leurs liens avec le groupe Wagner et d'assurer l'expulsion du groupe de ces pays. Il convient de noter que le groupe Wagner avait déjà apporté son soutien aux alliés des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite au Soudan et en Libye. Cependant, certains experts ont mis en doute l'efficacité de ces sanctions, car Prigojine et le groupe Wagner ont continué à opérer dans divers pays malgré la pression. Eh bien, ce n'est que le 19 juillet 2023 que, dans un retournement de situation inattendu, Prigojine, le chef de l'armée de Vladimir Poutine, a déclaré que le groupe Wagner cesserait de participer aux opérations de combat en Ukraine. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi eu une rébellion.
Il est donc naturel de se demander comment une personne aussi importante pour le programme de Poutine a pu devenir la plus grande menace pour son autorité. La réponse à cette question est multiple, en partie en raison de notre connaissance limitée des événements en Russie, et aussi parce que la politique russe est réputée pour sa complexité et ses subtilités. Néanmoins, tout se résume à une réponse très simple, une loyauté inestimable et des mutineries coûteuses. Depuis plusieurs mois, Prigojine est empêtré dans une lutte de pouvoir avec les plus hauts dirigeants militaires, les tenant pour responsables des pertes subies par ses troupes dans l'est de l'Ukraine. Il a souvent affirmé que les Russes avaient mal équipé son armée privée, qu'ils avaient entravé les progrès de l'armée par une bureaucratie excessive et qu'ils s'étaient attribué à tort les victoires de Wagner. Bien que Prigojine ait autrefois exprimé son soutien à l'invasion russe de l'Ukraine, il avait ouvertement exprimé sa désapprobation à l'égard du ministre de la Défense Sergei Shoigu et du chef d'état-major général Valery Gerasimov. Il les tenait également pour responsables des carences militaires de la Russie et les accusait d'avoir cédé des territoires russes à l'Ukraine. Cependant, le 23 juin 2023, la frustration de Prigojine a atteint son paroxysme lorsqu'il a accusé les dirigeants militaires de Moscou d'avoir autorisé des frappes aériennes sur les camps de Wagner, entraînant la mort d'un nombre important de ses forces. Cette information a émergé lorsque Prigojine a partagé une vidéo qui circulait déjà sur les chaînes Telegram affiliées à Wagner. La vidéo était censée montrer les conséquences d'une frappe de missile sur un camp arrière de Wagner. Prigojine a pointé du doigt le ministère russe de la Défense, connu également sous le nom de MOD, en l'accusant d'avoir mené l'attaque qui a entraîné la mort de 2 héros de ses combattants. De plus, dans une vidéo diffusée le même jour, Prigojine a contesté le récit officiel de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ses affirmations reposaient sur la conviction que l'invasion servait principalement les intérêts des élites russes. Prigojine a accusé le ministère de la Défense d'avoir orchestré une représentation trompeuse de l'Ukraine comme un acteur agressif et hostile de mèche avec l'OTAN, complotant pour attaquer les intérêts russes. L'un de ses principaux arguments était le déni de toute escalade ukrainienne avant le 24 février 2022, un pilier central de la justification de la guerre par la Russie. Ajoutant à la controverse, le leader de Wagner a affirmé que le commandement militaire russe avait délibérément caché l'ampleur réelle des pertes subies en Ukraine. Selon lui, les pertes ont atteint le chiffre stupéfiant d'un 0 soldat certains jours. Prigojine ne s'est pas arrêté là. Il a également affirmé que des personnalités comme le ministre de la Défense Shoigu et de puissants oligarques avaient des motivations personnelles pour déclencher la guerre. Le ministère de la Défense a cependant réfuté ces accusations d'attaque contre les camps arrière de Wagner. L'Institut d'études de la guerre n'a pas non plus été en mesure de vérifier l'authenticité de la vidéo, ce qui laisse penser qu'elle aurait pu être créée à des fins d'information. Mais Prigojine ne plaisantait pas avec ces accusations. Ainsi, dans un message publié sur la chaîne Telegram de son service de presse, Prigojine a annoncé le début d'un conflit armé contre le ministère de la Défense. Il a également lancé un appel aux individus qui étaient enclins à se joindre à ce conflit contre le ministère, affirmant que la rébellion était une réponse à ce qu'il percevait comme une attaque contre ses hommes. Aux premières heures du 24 juin, les forces de Wagner ont traversé la région de Rostov en Russie depuis Luhansk. Étonnamment, ils ne rencontrèrent aucune opposition immédiate et prirent rapidement le contrôle de Rostov-sur-le-Don. Auparavant, Prigojine avait affirmé que Shoigu avait fui Rostov-sur-le-Don de manière lâche, la veille à 21 heures. Leur avance s'étendit jusqu'au quartier général du district militaire du Sud, où ils établirent un périmètre de sécurité dans les rues environnantes. Pendant ce temps, le FSB, l'Agence de sécurité nationale russe, a annoncé avoir déposé des accusations criminelles contre Prigojine et cherché activement à le faire arrêter. Prigojine, de son côté, a répliqué en affirmant que les mercenaires de Wagner étaient entrés à Rostov sans rencontrer la moindre opposition. Il semblerait donc que des milliards de dollars ne suffisent pas à acheter la loyauté d'une armée, car la rébellion représente le plus grand défi pour le long mandat de Poutine. Il s'agit également de la crise sécuritaire la plus grave que la Russie ait connue, depuis son accession au pouvoir fin 1999. Dans la nuit, le Kremlin a confirmé que des mesures étaient prises en réponse à la mutinerie. Cependant, après la prise de Rostov-sur-le-Don,
Un important convoi de forces, Wagner a entrepris un voyage vers Moscou sous le commandement de Prigojine depuis Rostov-sur-le-Don. Ce convoi impressionnant comprenait des milliers de soldats, ainsi que des chars, des véhicules blindés, des armes antiaériennes et des camions civils. Il y avait cependant une grande disparité en ce qui concerne le nombre d'hommes dans les troupes. Selon des informations provenant d'une source proche des dirigeants de la République populaire de Donetsk, le convoi en route vers Moscou comprenait environ 5 combattants, apparemment sous le commandement du commandant en chef de Wagner, Dmitri Outkind. Selon une autre estimation, les services secrets britanniques ont estimé que la rébellion impliquait jusqu'à 8 combattants Wagner. D'un autre côté, les affirmations de Prigojine dressaient un tableau beaucoup plus vaste, affirmant que les rebelles comptaient 25 combattants. Quel que soit leur nombre, les rebelles ont pu repousser les frappes aériennes militaires russes, ce qui n'a pas entravé l'avancée du convoi. Pendant ce temps, des défenses terrestres étaient stratégiquement positionnées le long de la route vers Moscou. Cependant, avant que les forces de Wagner n'atteignent ces défenses, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié une résolution avec Prigojine, en vertu de cet accord, qui impliquait que les combattants de Wagner cessent leur progression et retournent à leur base en échange d'une garantie de leur sécurité. Prigojine a consenti à mettre fin à la rébellion. En conséquence, le 24 juin, en fin de soirée, les forces de Wagner ont fait marche arrière et celles qui étaient restées à Rostov-sur-le-Don se sont immédiatement retirées. Cependant, le Service fédéral de sécurité a mené une opération de perquisition au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg. Des informations des médias russes, bien que non vérifiées, ont fait état de la découverte de cartons contenant 4 milliards de roubles russes, soit environ 47 millions de dollars, à proximité du bureau. Outre cette importante somme d'argent, des dollars américains, des armes de poing et des lingots d'or auraient été saisis. Prigojine a cependant affirmé que ces fonds étaient destinés aux salaires des employés, aux indemnités versées aux familles des combattants Wagner décédés et à diverses autres dépenses de l'entreprise. Rappelons que les activités du groupe Wagner s'étendaient jusqu'en Afrique et même aux États-Unis. Le 24 juin, Vladimir Poutine a prononcé un discours national condamnant les actions de Wagner comme une trahison, alors que tout le monde s'attendait à une punition sévère. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que les accusations contre Prigojine seraient retirées et que Prigojine serait extradé vers la Biélorussie. Prigojine a cependant maintenu que son objectif principal n'était pas de renverser Vladimir Poutine, mais de destituer le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, et le commandant de toutes les forces russes en Ukraine, Valery Gerasimov. La décision de Poutine a été en effet surprenante, compte tenu de la réputation du Kremlin d'être impitoyable. Certains ont même spéculé que cette décision pourrait avoir été une stratégie délibérée du président Poutine pour attirer davantage de traîtres potentiels en faisant preuve de clémence. Cependant, après la marche de rébellion, Prigojine s'est sensiblement retiré de la scène publique. C'est peut-être pour cette raison que sa réapparition et ses activités ultérieures ont laissé beaucoup de gens perplexes, car il a fait des apparitions lors d'événements tels que le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, un événement auquel Poutine a assisté. En outre, malgré les rumeurs selon lesquelles ses holdings médiatiques auraient été dissous, il est resté en Russie. Le leader de Wagner a également continué à exercer ses fonctions. Bien qu'il ait déclaré que le groupe ne participerait plus à la guerre en Ukraine, il s'est concentré sur la formation des soldats en Biélorussie et sur le maintien de ses activités en Afrique. Cette situation est restée la même jusqu'au 23 août, lorsqu'un tragique accident d'avion a coûté la vie à Prigojine et à 9 autres hauts dirigeants de Wagner, dont le cofondateur de Wagner, Dmitri Outkind. L'accident s'est produit alors que le jet privé de Prigojine était en route de Moscou à Saint-Pétersbourg. La mort des passagers a été confirmée le 27 août, à la suite d'analyses génétiques réalisées sur les restes retrouvés dans l'épave. Mais s'agit-il vraiment d'un accident? Des spéculations et certaines sources laissent planer le doute sur ce qui s'est passé, suggérant qu'il ne s'agit pas d'un simple accident ou d'un dysfonctionnement technique de l'appareil. La date de l'incident, qui s'est produite la veille de la fête nationale ukrainienne, semble plus que fortuite. De plus, exactement 2 mois plus tôt, le 23 juin 2023, Prigojine avait organisé sa rébellion. Fait intéressant.
Une chaîne de télégrammes associée à Wagner a affirmé que l'avion avait été abattu par les défenses aériennes russes au-dessus de l'oblast de Tver. L'une des autres théories actuellement à l'étude tourne autour de la possibilité d'une bombe secrètement placée sur l'avion, comme l'ont rapporté les médias russes. Si la cause exacte de l'explosion reste incertaine, la présence d'une bombe a été évoquée comme un facteur potentiel, comme l'a indiqué un responsable américain. Cette affirmation n'a toutefois pas été vérifiée, le Pentagone affirmant qu'il n'y avait aucune information à l'appui de cette affirmation. Le Wall Street Journal a également fait référence aux avis de 3 experts expérimentés en aviation. Après avoir analysé les preuves visuelles disponibles, ces experts ont conclu qu'il n'y avait aucune indication d'une frappe de missile. Ils ont plutôt indiqué qu'une défaillance structurelle catastrophique était de la cause probable. Il va sans dire que les capacités de réseautage et de leadership de Prigojine ont été cruciales pour maintenir le groupe jusqu'à présent. C'est pourquoi de nombreux experts estiment que la mort de Prigojine pourrait bien marquer la fin de l'armée de Poutine, qui pèse des milliards de dollars. Bien que des spéculations aient été émises sur les successeurs potentiels susceptibles d'obtenir l'approbation du Kremlin, la probabilité que l'un d'entre eux succède effectivement à Prigojine reste incertaine. Cependant, s'il s'agit bien d'un acte de représailles calculé de la part de l'État russe, cela soulève des questions quant au moment choisi pour le faire. Pourquoi avoir attendu 2 mois avant de réagir? De plus, si les rumeurs sont fondées, on peut supposer que l'accident d'avion aurait pu être une attaque minutieusement orchestrée, une forme de représailles à la mutinerie de Prigojine. Que pensez-vous du système de garde du corps de Vladimir Poutine? Que pensez-vous de la mort du leader du groupe Wagner? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. De plus, pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes actuellement affichées sur votre écran.